Bonjour Jean-Christophe Amarantinis. Bonjour. Vous êtes le président du CINERPA. On va passer 30 minutes ensemble pour parler de ce qu'est le CINERPA et bien évidemment, et j'allais dire surtout, parler des EHPAD, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont été et de ce qu'elles seront. Quelques mots déjà sur le CINERPA. C'est un syndicat, dites-moi tout. Alors déjà, avant de vous parler, d'abord bonjour à toutes et à tous, et merci à l'organisation, merci à Jérôme Pigné de nous donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on intervient à l'occasion de ce festival. Donc Jean-Christophe Amarantinis, pour ceux qui ne me connaissent pas, avant d'être président du CINERPA, je suis d'abord et avant tout opérateur dans le secteur médico-social et sanitaire en région PACA, c'est-à-dire que j'ai une entreprise, je suis président d'une entreprise qui exploite des EHPAD, des cliniques et des services d'aide et de soins à domicile, donc sur la région marseillaise élargie. C'est une entreprise donc, qui est familiale, qui n'a pas d'actionnaire tiers, qui a été fondée par mes grands-parents maternels en 1953. J'en ai repris la suite il y a 25 ans. Et donc on a 1000 salariés et on accompagne chaque jour dans tous nos métiers 1700 personnes âgées. Voilà. Et donc je suis très heureux à la fois d'être opérateur dans ce secteur et bien entendu d'être président de la Confédération. Donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'est que cette Confédération parce que ça me permet à la fois d'être sur le terrain au quotidien et en même temps de faire remonter et de défendre les idées et les difficultés des opérateurs de terrain au niveau national avec nos gouvernants. Donc le CINERPA, donc Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, qui a été créé en 2001. J'en suis le président depuis 2020, en plein milieu de la crise Covid. Le CINERPA, c'est 3500 adhérents, donc dans 4 métiers, des EHPAD, donc on a 2000 adhérents EHPAD commerciaux. D'ailleurs, c'est le seul syndicat commercial de France qui regroupe les EHPAD commerciaux. Donc, pour mémoire, il y a 7000 EHPAD en France, tous secteurs confondus. Nous, on en a 2000, et donc ce sont tous les EHPAD commerciaux qui sont chez nous. Ensuite, on a 1300 services d'aide et de soins à domicile. C'est une activité qui est en plein développement. On a énormément d'adhérents qui nous rejoignent chaque année. Ça se développe à de l'ordre de 10% par an au niveau de ces adhérents. Nous avons 300 résidences services seniors et résidences autonomie. Et ensuite, nous avons 100 établissements thermaux, donc la spécialité du thermalisme, qui nous a rejoints pour plein de raisons depuis 4 ans. Donc tout ce petit monde, c'est 170 000 salariés, c'est pas rien, et c'est 350 000 personnes âgées ou pas, qui sont accompagnées chaque jour dans tous les métiers et sur la France. Voilà. Et donc bien sûr, au niveau de notre strate d'adhérents, nous avons de très gros groupes nationaux ou internationaux, comme Domus, Clariane, Colisée, Emera, enfin d'autres, des indépendants qui ont des positionnements régionaux ou locaux, avec une dizaine d'établissements, une quinzaine d'établissements et de services. Et après, vous avez également toute une frange d'indépendants qui dirigent un établissement ou 2 établissements, voilà, de manière tout à fait familiale. Bon, voilà grosso modo l'organisation de la Confédération CINERPA. Alors, quel est l'objectif du CINERPA en quelques mots ? Alors l'objectif, donc le CINERPA, c'est une confédération d'employeurs, une fédération de patrons, d'employeurs, et son objectif, c'est à la fois de défendre les intérêts des gestionnaires, des exploitants, des directeurs d'établissement, tout en aménageant des conditions de travail beaucoup plus favorables, beaucoup plus avantageuses pour les salariés, donc faire des avancées sociales. C'est pour ça qu'on a énormément de discussions avec les centrales syndicales sur des conventions collectives, sur des sujets de pénibilité, de RSE, enfin tout ça vous savez très bien comment ça fonctionne. Et là actuellement, puisque, et on va peut-être certainement en parler un petit peu après, il ne vous a pas échappé les uns et les autres qu'en 2022, on a été frappé de plein fouet
tout le secteur commercial a été frappé de plein fouet par le scandale des fossoyeurs, hein, qui a percuté un groupe qui s'appelle le groupe Orpea et qui est d'ailleurs un de nos principaux adhérents, qui maintenant ne s'appelle plus Orpea et qui s'appelle Emeis. Et donc ce scandale, parce que nous on appelle ça, voilà, c'est un scandale en fait, donc qui a percuté cette entreprise, par ricochet, a jeté l'opprobre et a déstabilisé la totalité du secteur, donc des EHPAD, mais d'ailleurs des EHPAD commerciaux, associatifs et publics offerts. En fait, c'est tout le secteur des EHPAD qui a été emporté dans cette tourmente réputationnelle. Et donc, pour répondre à votre question, et ça c'est mon job maintenant depuis 2 ans, c'est d'aller en tribune, d'aller prêcher la bonne parole et d'expliquer à nos interlocuteurs, vous, mais aussi les élus, l'État, les administrations, les journalistes, les médias, en fait, d'expliquer ce qui se passe dans nos établissements, dans nos services et comment on a restructuré le secteur, et surtout d'expliquer que ce qui a été généralisé en 2022 à l'ensemble de la profession par les fautes, parce qu'il y a eu des fautes, hein, c'est comme ça aussi, il faut le reconnaître, d'un opérateur, n'a pas à être généralisé sur l'ensemble de la profession, et que cette profession des acteurs privés du grand âge que je représente a fait des avancées considérables ces 30 dernières années et continue d'ailleurs à en faire. Voilà. Donc ça, c'est mon job de président. Alors justement, comment vous y prenez-vous pour restaurer ce lien de confiance qui a été, comme vous le disiez très justement, j'allais vous poser bien évidemment la question de ce qui s'est passé, des défaillances, du scandale, vous l'avez dit. Comment faites-vous? Parce que c'est pas simple à remonter. Le lien de confiance, ça se fabrique, ça se détruit très vite. Mais alors, la première action que l'on a faite immédiatement dès 2022, ça m'était partout. Dès 2022, lorsque ce scandale a éclaté, on a appelé immédiatement les pouvoirs publics, et plus particulièrement la ministre de l'époque, qui était Brigitte Bourguignon, à déclencher des contrôles systématiques et massifs et inopinés dans l'ensemble de nos établissements. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Les pouvoirs publics ont tout de suite déclenché ces opérations de contrôle. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans après, on est fiers d'expliquer finalement à tout le monde que non seulement 75% du parc d'établissements commerciaux a été contrôlé, ça c'est le premier point, de façon tout à fait objective, transparente et inopinée pour la plupart des contrôles, mais que les résultats sont des résultats qui sont au-delà de nos espérances, puisque, vous le savez, il n'y a pas eu de fermeture massive d'établissements commerciaux. Les établissements commerciaux sont toujours là et se portent bien. Il y a une fréquentation qui est importante au niveau de l'activité. Et donc, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de dysfonctionnement constaté, ni constaté par les pouvoirs publics, ni repris d'ailleurs par les médias, parce que vous savez bien que s'il y avait eu des dysfonctionnements ou des reprises par les médias, on aurait été les premiers informés. Donc, ça se passe bien et c'est comme ça qu'on arrive justement à expliquer que voilà, on a été transparent, qu'on fait du bon boulot et qu'on est à la disposition des autorités de contrôle pour ouvrir nos établissements. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a créé en interne un comité d'éthique et de déontologie, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que ça ne vous intéresse pas, adossé à une charte d'engagement. Et donc, grosso modo, ces outils internes que l'on a déployés pour aller au-delà des exigences réglementaires et être beaucoup plus transparents, nous permettent d'avoir des critères qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus pointus et que nos adhérents appliquent pour aller, encore une fois, au-delà des exigences réglementaires. Et donc, tout ceci nous permet de regagner petit à petit la confiance en étant transparent, en publiant des indicateurs de qualité. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on essaie de faire pour aller au-delà de cette confiance voilà, qu'on sent et qui reprend de mois en mois, on demande, et là d'ailleurs on est en train de lancer un appel au futur gouvernement, on demande à ce que les publication des rapports de contrôle donc, qui ont été opérés et qui d'ailleurs se termineront normalement au 31/12/2024 soient publiés au niveau national. Parce que pour nous, il est important que la population française ait accès à ces rapports de contrôle et se rende compte que finalement, dans les EHPAD, mais d'ailleurs les EHPAD tous secteurs confondus, même si moi je défends le secteur commercial, qu'en fait dans ce secteur-là, ce ne sont pas des zones de non-droit, les gens ne font pas n'importe quoi, les gens travaillent correctement et il n'y a pas de grave dysfonctionnement. Donc c'est important que les gouvernements
enfin que le gouvernement et que les administrations publient ces rapports de contrôle. Ça, c'est ce que l'on demande instamment depuis plusieurs mois et on va insister encore dès que le nouveau gouvernement sera installé pour que ce soit publié. D'ailleurs, le législateur vous a entendu puisque maintenant, on peut rendre visite à ses aînés en EHPAD à n'importe quel moment, sans prendre rendez-vous, sans qu'il y ait d'interdiction possible. Ça, c'est depuis le phénomène Covid, comme on dit. Et on peut même maintenant, on va parler de l'EHPAD nouvelle formule, avoir un animal de compagnie. Alors, on n'est pas encore d'accord sur le volume. Je veux dire que je pense qu'un Saint-Bernard et un Yorkshire, c'est pas la même chose. Mais voilà, alors, c'est quoi l'EHPAD nouvelle formule? Parce que en EHPAD, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, on n'y va pas de gaieté de cœur quand on dit que c'est aussi de l'hôtellerie. D'accord, mais enfin, c'est quand même pas l'objectif. C'est un lieu de vie, normalement. Et comme vous le savez, nombreux sont ceux qui critiquent ce lieu de vie parce que on n'a que, a priori, des activités extrêmement réduites. Comment vous faites pour que l'EHPAD soit, entre guillemets, accueillante quand il est nécessaire de s'y rendre? Alors, voilà, il y a plusieurs questions, mais alors. Il y en a plein, je fais exprès. Oui, oui. Exprès. Alors déjà, moi, si j'ai un message à faire passer, qui est le message d'ailleurs que je fais passer et qu'avec les équipes on fait passer à tous nos opérateurs qui sont dans notre syndicat ou à ceux d'ailleurs qui veulent s'engager dans ce métier, c'est que l'EHPAD tel que on l'a connu il y a 20 ans, 30 ans, en mono-activité, monovalent, en hébergement permanent où on venait finalement passer son temps jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est terminé, c'est cheap, c'est fini, c'est has-been. Voilà. Donc ça ne correspond plus à ce que souhaitent à la fois, bien sûr, les résidents qui viennent dans nos établissements, mais leurs familles et les aidants. Donc le nouvel EHPAD, celui qui doit aujourd'hui se transformer et s'adapter à la nouvelle population et au nouvel écosystème qui va fréquenter ce type d'activité, doit offrir plusieurs modes de prise en charge. D'abord déjà, d'un point de vue hébergement, donc il doit être en capacité à offrir à la fois de l'hébergement temporaire pour des personnes qui viennent passer un week-end, quelques jours ou même une nuit, voilà, pour décharger les aidants. Et ensuite, donc, ces personnes repartent à domicile, qui soient aussi en capacité à fournir des places qu'on appelle de l'accueil de jour, donc une séquence uniquement dédiée à des personnes qui viennent passer quelques heures dans l'établissement pour là aussi donner un peu de répit, soit à leurs conjoints, soit à leurs enfants, soit à leurs aidants. Donc ça, ce sont des structures qui ressemblent finalement à des crèches. Ce sont des crèches pour personnes âgées, et ça se développe pas mal. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'EHPAD, quand même, soit extrêmement médicalisé de jour comme de nuit, parce que malheureusement, c'est aussi un lieu, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de fin de vie. Et donc, il faut pouvoir disposer d'équipes médicalisées, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, de jour comme de nuit, extrêmement pointus, avec des plateaux techniques qui puissent faire de l'accompagnement de fin de vie ou accompagner aussi les personnes âgées désorientées, atteintes de polypathologie et notamment des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est toutes les activités qui doivent être déployées aujourd'hui au niveau de l'établissement avec donc ce qu'on appelle du séquentiel, du permanent, du temporaire et de l'accueil de jour. Et ensuite, mais ça va être la question d'après, je pense, comment l'EHPAD peut contribuer au maintien à domicile de nos aînés. Mais je vous laisse la parole, comme ça vous me posez la question et puis après moi je réponds. Bien, je pense que vous pouvez prendre les médiums dans votre syndicat aussi. C'est surtout le défi du recrutement, parce que ça suppose bien évidemment un encadrement. Est-ce que ces métiers sont attractifs? Que faites-vous pour les rendre attractifs, entre guillemets, et le défi de la formation. C'est un énorme chantier, c'est là-dessus que j'aimerais que vous nous entreteniez. Alors, là aussi, il ne vous a pas échappé que... Salut, Président. Nicolas Hurtiger, président du CINERPA domicile, que je salue, donc qui préside aux destinées de nos 1300 adhérents du service d'aide et de soins à domicile. Nicolas, je te remercie d'être là. Donc il ne va pas échapper que ce secteur, aussi bien les EHPAD que le domicile,
est à la peine en termes d'attractivité, de recrutement. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que on est un secteur qui, d'abord, aujourd'hui, pourvoit énormément d'emplois en CDI dans tous les métiers, soignants, mais pas que, administratifs, hôteliers, restauration, direction. Enfin, il y a toute une série de métiers que l'on offre en CDI. On a du mal à trouver des candidats, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième paradoxe, c'est que compte tenu de la démographie qui va exploser, la démographie française, avec plus de 50% de personnes âgées de plus de 75 ans et de plus de 85 ans à horizon 2030 et 2040, donc on va avoir besoin de recruter quasiment 400 000 personnes en CDI dans tous les métiers. Donc c'est colossal. Et donc c'est totalement paradoxal parce qu'on pourrait efficacement contribuer à lutter contre le chômage, à créer de l'emploi, à permettre aussi à des personnes de se reconvertir dans ce secteur. Mais on n'y arrive pas parce que ce sont des métiers qui ne sont pas des métiers sexy, entre guillemets, comme je dis, parce qu'ils ne sont pas attractifs, ils ne sont pas intéressants, enfin, ils ne sont pas connus. En fait, ils ne sont pas connus. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, premier point, c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour essayer de rentrer dans un certain nombre d'administrations, notamment France Travail. Oui, France Travail, on a des partenaires avec France Travail pour essayer de prêcher la bonne parole à des demandeurs d'emploi, à des personnes qui s'interrogent sur ces métiers, pour expliquer ce que l'on fait, les perspectives d'évolution dans ces métiers-là. On a des partenariats avec des organismes de formation, des écoles d'infirmières, des apprentis, enfin toute une série d'enseignants, d'organismes de formation qui ne connaissent pas ces métiers et sur lesquels on essaie d'influencer pour pouvoir prêcher la bonne parole. Après, on a des actions aussi en termes de lutte contre la pénibilité, mais ça se fait plutôt avec les administrations et les administrations centrales et les ministres quand ils sont là, parce que là, avec tous les remaniements ministériels qu'on a eus, c'est compliqué de travailler au long cours. Donc on essaie de travailler sur de nouveaux métiers qui viennent décharger les personnes qui sont en place pour qu'elles soient moins pénalisées, moins stressées, moins angoissées. Voilà, donc on essaie d'intégrer de nouveaux métiers. On travaille sur la digitalisation, on travaille sur les augmentations de ratios, sur le prendre soin des salariés. Dans le cadre de notre charte d'engagement aussi en interne, on a des outils d'évaluation de la qualité et de l'expérience salariée, donc qui permettent aux salariés de s'exprimer, de donner leur ressenti. Voilà, donc c'est toute une série d'actions dont je ne vais pas entrer dans le détail parce que je pense que je vais vous gonfler et c'est normal. Mais voilà, donc sachez qu'on a énormément d'actions que l'on fait en interne, en externe, pour faire parler de nos métiers, pour rendre nos métiers attractifs, plus faciles, plus accessibles et surtout moins pénibles. Parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement pénibles, d'ailleurs aussi bien en établissement qu'à domicile. Et on n'a pas envie d'aller dans un métier où en fait on nous explique que quand on arrive le matin à 7h, déjà il y a tellement de turnover personnel ou d'absentéisme que là où on aurait dû être 10 pour faire X toilettes, on se retrouve à 7 ou 8 parce que tu as des filles qui ont planté à 6h du matin. Pareil à domicile, on n'a pas envie quand on est une ménagère de se retrouver dans une tournée où on doit avoir 5 personnes au départ et finalement on nous explique 2 heures avant la prise de poste que la collègue elle a planté, la deuxième collègue a planté, que finalement la tournée de 5 elle se passe à 10 ou 12. Donc tout ceci est très compliqué, c'est très difficile. C'est pour ça aussi qu'on a une action importante pour essayer d'être équitable en termes de rémunération, tant d'ailleurs dans le secteur des EHPAD où on essaie d'obtenir une convention collective qui soit identique au secteur public et au secteur associatif, et idem sur le secteur du domicile où on a tout un travail de pédagogie et surtout de lobbying que l'on essaie de faire avec nos administrations et nos gouvernants pour qu'on dispose à terme d'une convention collective unique de façon à ce qu'il n'y ait pas de distinction et de distinguo entre les différents secteurs, parce que c'est déjà très compliqué d'intéresser les gens, c'est très compliqué de recruter ce profil de personnel, mais alors si en plus on a des différences de rémunération d'un statut à un autre, ça l'est encore plus. Voilà, donc on essaie vraiment d'uniformiser tout cela pour être attractif. Alors vous employez le mot gonfler, on va dégonfler maintenant. On est encore ensemble pendant 10 minutes, parce que je sais que vous avez aussi des contraintes. 2 questions. Donc, la première, c'est est-ce que vous vous ouvrez
à d'autres activités au sein des EHPAD que le médico-social au sens le plus large possible. En gros, qu'est-ce que vous faites pour que ce soit un lieu de vie et d'activité et puis, donc dans cet accompagnement. Et puis la deuxième question, elle est un petit peu plus large, mais est-ce que vous contribuez à la transition écologique d'une manière ou d'une autre, puisque effectivement, ça fait aussi partie du mieux vivre et du mieux vivre ensemble. Donc 2 questions, Christophe. 3 ? Oui, d'accord, 3. J'en ai entendu 3. Bon. Alors, comment on contribue, voilà, comment on s'implante dans l'environnement social? Par exemple, on a énormément d'adhérents qui, ces dernières années, ont créé des crèches dans leurs EHPAD pour travailler l'intergénération. Donc, ça permet à la fois, bien entendu, vous l'avez compris, aux salariés d'avoir en interne une crèche et donc d'être moins contraints au niveau de leur planning, de leur calendrier, et puis surtout de leur faciliter la vie lorsqu'elles vont travailler. Elles ont une place qui est réservée, elles laissent leur enfant lorsqu'elles prennent leur poste, elles le récupèrent le soir, donc c'est déjà ça leur simplifie la vie. Mais c'est à la fois intéressant parce que pour les résidents qui fréquentent les établissements, ça fait une espèce de mixité, c'est intergénérationnel, donc c'est très intéressant parce que voilà, ça crée de la vie et ça donne du sens aux personnes âgées elles-mêmes qui vont voir ce qui se passe dans la crèche, qui vont discuter avec le personnel, qui parlent aussi avec les mamans. Hein, voilà, donc tout ceci est très intéressant. Bon, ça c'est un premier exemple. Ensuite, on a certaines initiatives là, qui commencent à émerger depuis 2 ans. C'est ce qu'on appelle les centres de ressources territoriaux, qui sont des autorisations qui sont données par les agences régionales de santé avec des financements intéressants. Et donc ce centre de ressources territoriales, qui d'ailleurs peut être aussi déposé, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, par des services d'aide à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, hein, ce n'est pas que réservé aux EHPAD. Donc ce centre de ressources territoriales permet à la fois d'avoir des moyens pour les personnes, les bénéficiaires ou les résidents qui sont pris en charge dans cette structure. Donc tout ceci financé par l'assurance maladie. Mais il y a également des moyens qui permettent d'aller soulager les aidants en envoyant des équipes à domicile, donc pendant quelques heures dans la journée pour décharger. Également qui permettent d'accueillir au sein de l'établissement ou du service des aidants qui viennent en groupe de parole, échanger, discuter, recueillir un certain nombre d'informations, mais aussi qui permettent de ressourcer les intervenants libéraux, d'ailleurs, les infirmiers libéraux, les médecins, les kinés, qui interviennent à côté des établissements ou des services et qui viennent en groupe de parole ou discuter, ou se faire former, ou partager tout simplement un moment avec l'équipe. Donc ça, c'est des initiatives qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement enrichissantes et qui se développent et qui se déploient de plus en plus sur le territoire ces 2 dernières années. Bon, ensuite, sur la partie énergie renouvelable, on a toute une série d'actions qui sont intéressantes. Je ne vais pas vous les lister, mais par exemple, l'EHPAD en tant que tel, et là ça se développe de plus en plus, dispose d'une surface qui est très importante, c'est plusieurs milliers de mètres carrés, donc avec des toits ou des parkings, et qui permettent de disposer de panneaux photovoltaïques qui vont à la fois générer de l'électricité pour l'établissement, et donc faire des économies à l'établissement, mais qui vont également permettre de revendre de l'électricité à coût réduit à des voisins, à des personnes qui habitent à proximité. Donc ça participe là aussi à la préservation des ressources naturelles et donc aussi au rééquilibrage de ces ressources-là. Voilà, et puis après, on a aussi des initiatives comme du portage de repas, donc, puisque dans un établissement, vous avez une cuisine qui est intégrée, donc c'est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup moins cher de créer des repas on peut le travailler aussi en circuit court avec la loi Egalim, mais on peut se servir auprès de producteurs locaux et préparer des repas et distribuer des fruits et légumes auprès des personnes à proximité de l'établissement à coût cassé, puisque de toute façon la matière première est fournie par l'établissement, les équipes sont fournies par l'établissement et donc vous pouvez produire des repas à moindre coût, vous allez revendre derrière à des personnes qui habitent à proximité, qui n'ont pas forcément des moyens importants. Et donc,
ça permet aussi d'être responsable et d'avoir une interaction entre le domicile et l'établissement et des synergies et des mutualisations de coûts. Voilà, donc c'est toute une série d'activités que l'on peut déployer à l'infini et qui permettent finalement à un EHPAD de jouer un rôle social, sociétal et de participer à la vie du territoire et de s'intégrer parfaitement dans l'environnement local, tout en contribuant, j'insiste, au maintien à domicile et en venant en complément des acteurs du maintien à domicile, puisqu'il ne s'agit pas de venir marcher sur les plates-bandes des opérateurs qui interviennent à domicile, mais bien d'offrir un complément et une coordination de façon à ce qu'on travaille en complémentarité, puisque comme je vous l'ai indiqué au début de mon intervention, l'EHPAD de toute façon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, c'est un constat, ne peut plus et ne pourra plus se contenter de bosser comme il bossait il y a 25 ans, c'est-à-dire de faire de l'hébergement permanent avec des personnes qui viennent extrêmement dépendantes et qui ne restent pas longtemps parce que c'est un lieu de passage. Voilà. Donc il faut vraiment s'ouvrir, se transformer et créer de nouvelles passerelles et de nouveaux métiers. Alors en conclusion, on peut dire vive l'EHPAD New Look. Et puis, merci au CINERPA de veiller à ce que les EHPAD soient des lieux de vie et non plus des lieux, j'allais dire, pour certains, que l'on cachait. Donc des lieux ouverts. Et donc, pour cela, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. On peut vous applaudir, Jean-Christophe. Merci de votre invitation et à très bientôt.